Salut pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Eh ben, si vous êtes là parce que vous êtes ensemble en couple depuis longtemps et que votre conjoint, tout d'un coup, vous a dit qu'il ne vous aimait plus, il pensait se séparer, etc., eh bien, vous êtes au bon endroit parce que sûrement que vous avez terminé la phase 2 de votre couple, que vous êtes rentré en phase 3 de votre couple et que maintenant, il va falloir apprendre à gérer cette phase d'exploration pour pouvoir filer ensuite en phase 4, la phase de grande intimité. Vous savez que tous les couples traversent des crises, la plupart s'en sortent, mais vous avez aussi des personnes autour de vous qui ont divorcé et qui ensuite, effectivement, ont subi les affres du divorce, les 20 000 euros de coût la première année, 10 000 euros les années suivantes, c'est pas rien. Et évidemment, après, le fait de se sentir seul, parce que une fois que, notamment pour la personne qui a voulu divorcer, que le pansement est terminé, comme disait Jean de La Fontaine, quand la bise fut venue, hein, les cigales sont mal en point, et c'est les fourmis qui sont là pour les récupérer. Les fourmis, c'est les pirates, c'est vous qui avez appris pendant la crise à gérer cette crise et qui vont récupérer votre conjoint. Vous savez que les couples qui ont divorcé autour de vous, hein, celui qui n'était pas en crise, a souvent fait des interdits, a commis des interdits, d'ailleurs comme vous, souvent vous avez commis des interdits en début de crise d'alarme. Alors peut-être parce que vous êtes tombé sur un mauvais coach ou un petit de quartier qui vous a dit de faire un silence radio, qui vous a conseillé la lettre magique ou qui vous a conseillé de manipuler votre conjoint par un film « Moi je te suis ». Vous en avez payé les conséquences. Heureusement, vous êtes tombé sur cette bande de pirates, vous êtes tombé sur les formations, vous avez commencé à les mettre en application, et petit à petit, pas après pas, vous avez une formation merveilleuse qui s'appelle la méthode des petits pas, qui vient d'ailleurs compléter toute une gamme de 130 formations que vous trouvez dans le catalogue qui se situe en descriptif de ce podcast et en descriptif de toutes les vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cerveau et de l'écriture, parce que souvent je vous dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, prenez votre stylo, prenez votre feuille, écrivez tout ce qui ne va pas, écrivez toute la haine que vous avez contre pansement comme votre conjoint, ça vous fera du bien, et ça vous fera plus de bien que d'écrire un message sur le groupe à Facebook, où vous allez vous faire tirer par les oreilles parce que vous vous auto-victimisez. Donc vous écrivez avec un papier et un stylo sur une feuille, et vous déchirez ensuite le papier, vous l'enterrez, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, vous faites un acte symbolique et ça vous fera du bien. Il est fascinant de voir comment votre cerveau est câblé pour interpréter les écrits et notamment les mots. Les scientifiques que nous sommes mènent des études sur la façon pour comprendre la lecture, pour comprendre l'écriture et évidemment on comprend aussi grâce aux neurosciences aujourd'hui pourquoi les histoires nous aident mieux à nous souvenir des informations que les listes de faits, et ça nous explique aussi pourquoi, quand vous apprenez à raconter des histoires avec votre conjoint, je vous renvoie sur la formation storytelling, eh bien vous allez voir comment votre cerveau réagit au passage descriptif. Ce que l'on bosse en neurosciences, c'est pourquoi souvent des clichés sont si ennuyeux, hein, pourquoi on s'ennuyait à l'école, souvent quand on avait des profs qui vous faisait apprendre par cœur des choses, ou qui vous faisait des listes de choses, ou qui vous faisait des PowerPoint. Et puis, on a aussi pourquoi on est passionné par les formations du capitaine, par les histoires, par les histoires qu'il raconte, par les histoires qu'on trouve sur Facebook, etc. Eh bien, finalement, si on utilise trop l'écrit pour convaincre, eh bien, on n'arrive pas à créer l'émotion comme la dopamine. Votre cerveau, celui de votre conjoint, est insensible aux métaphores et au langage sensoriel lorsque on travaille par écrit. C'est pour ça que chaque fois que vous me dites « mon conjoint a dit ça par SMS » ou « je lui ai répondu par SMS », c'est une grave erreur. Hein. Le cerveau, par l'écrit, devient insensible aux métaphores quand on lit finalement des histoires. Donc l'écriture va servir en revanche d'outil apaisant et méditatif. C'est pour ça que, plus que de dicter sur son téléphone ou de taper sur le clavier de son téléphone ou de son ordinateur, le fait d'écrire avec votre main va vous apaiser et va faire une sorte de méditation. Si vous faites des séries d'exercices d'écriture consciente, vous pourrez faire face plus facilement à votre stress. Vous allez à la fois écrire, donc ça va vous déstresser, mais vous allez aussi jeter sur le papier tout ce qui vous stresse, tout votre cortisol, pansement, le mépris de votre conjoint. Vous savez que nous sommes sur une formation cette semaine, c'est comment faire cesser le mépris de votre conjoint, et parce que le mépris vous fait du mal.
Donc, quand vous essayez de faire une écriture libre sur un papier, ça va réduire votre niveau de stress. Alors, je ne suis pas contre de tenir un journal, notamment un journal pour dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pour que dans 3 mois, vous voyez que ce que vous avez appris dans les formations a vraiment fait son effet. Mais il y a un risque, c'est que votre conjoint tombe sur le livre, le cahier. Donc, si vous le faites, faites très attention qu'il n'y ait aucune chance que votre conjoint puisse le trouver, mettez-le au coffre ou je ne sais où. Donc, cette écriture peut avoir une influence puissante sur ses lecteurs. Alors, j'ai un pirate qui m'a donné une des solutions. Vous écrivez sur un papier, vous prenez en photo sur votre téléphone, s'il y a un code sur votre téléphone, et vous détruisez l'original. Comme ça, vous pouvez toujours le réimprimer, évidemment, si vous en avez besoin, ou vous pouvez le relire si vous en avez besoin. Donc ça, c'est une idée de Sioux que font certains pirates. Et je trouve que cette idée est très bonne et il faut récompenser les idées quand elles sont très bonnes. Donc l'écriture a un pouvoir, une influence puissante sur celui qui lit. Donc quand vous allez relire votre message, évidemment, vous allez pouvoir finalement retravailler vos pensées, vos émotions, les idées qu'il y avait, puisqu'elles sont sorties de votre cerveau, elles sont maintenant sur une feuille. C'est comme si elles ne vous appartenaient pas. Si vous avez la bonne idée de planter des émotions, c'est-à-dire de relire votre message après avoir fait autre chose, vous écrivez, vous allez faire autre chose, et vous relisez le lendemain ce que vous avez écrit cette fois sur votre téléphone, eh bien, vous aurez l'impression déjà d'avoir évolué, de dire oui, hier j'étais vraiment trop stressé d'avoir écrit ça. Donc l'un des résultats les plus intéressants que l'on trouve en neurosciences, c'est mes confrères de l'université de Princeton qui ont travaillé là-dessus, c'est que le cerveau d'une personne qui raconte une histoire et le cerveau d'une personne qui l'écoute peuvent se synchroniser. Alors évidemment, si vous écrivez une histoire, si vous racontez ce que vous avez fait aujourd'hui par texto, il y a peu de chances que vous vous synchronisiez. Donc le fait d'avoir un couplage neuronal locuteur-auditeur crée finalement quelque chose qui va vous rapprocher de votre conjoint. Ça s'appelle des neurones miroirs. Donc la partie du cerveau qui est associée à la parole et à l'écriture, c'est le lobe frontal. C'est une zone qui est responsable du mouvement, du raisonnement, du jugement, de la planification et de la résolution du problème. Donc c'est le préfrontal, la partie du préfrontal qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe pariétal, c'est également une partie importante quand vous écrivez. C'est cette partie du cerveau qui interprète les mots, qui interprète le langage. Évidemment, les animaux n'ont pas d'interprétation du langage. Ils comprennent quelques sons, quelques mots quand on les appelle ou quand ils ont une friandise après avoir fait ça. Eh bien, les patients dont cette partie du cerveau est endommagée ont souvent du mal à épeler et à écrire à la mer. Hein. Quelqu'un qui a un problème avec son lobe pariétal, qui a eu un choc, a du mal à écrire. Alors, pourquoi des choses vont vous aider finalement à récupérer votre conjoint de façon plus puissante, on va dire? Pourquoi écrire est quelque chose qui est finalement à la fois méditatif et à la fois extrêmement puissant, car ça va vous permettre de détacher des choses? Eh bien, parce que écrire vous aide à mieux vous souvenir. Lorsque l'on écrit quelque chose avec un stylo et du papier, on stimule une collection de cellules qui est à la base de votre cerveau, qui est connu sur le système d'activation auriculaire. Je vous avais fait d'autres vidéos sur le RAS, hein, le système d'activation auriculaire. Le RAS, c'est le filtre de toutes les informations que le cerveau doit traiter, et votre cerveau va accorder plus d'attention à ce que vous soyez concentré actuellement. C'est-à-dire que votre cerveau accorde de l'attention, vous êtes concentré en disant « je me concentre pour regarder l'arbre », je me concentre pour ne pas répondre aux provocations de mon conjoint. Et donc le RAS, qui est le filtre, va faire en sorte de ne voir que en vous que le fait d'être concentré sur le fait de maîtriser ses pensées, ses émotions et de ne pas répondre à votre conjoint. Donc l'acte physique d'écrire va mettre l'information au premier plan et inciter votre cerveau à prêter une attention particulière. Donc vous allez écrire d'abord, vous allez faire un nettoyage, vous allez écrire pansement, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas normal, je vais lui casser les jambes, vous l'écrivez, vous ne faites pas évidemment. Et une fois que ça va mieux, vous allez écrire ce que vous allez faire. J'ai appris dans les formations à faire ça. Donc je m'engage à
à faire du badinage, je m'engage à améliorer mon badinage, je m'engage à faire mieux la phase de sexualisation. Et le fait d'écrire ceci met au premier plan l'information et ça va inciter votre cerveau à être très attentif à ce que vous écrivez. Et comme on écrit, quand on est très attentif à quelque chose, eh bien, on s'en souvient mieux. Alors, pourquoi il vaut mieux raconter des histoires qui sont tellement plus mémorables que juste essayer de convaincre votre conjoint par la logique? Eh bien, lorsque vous savez, dans les entreprises, lorsqu'il y a une présentation PowerPoint avec une liste à puces, on s'ennuie très rapidement. Deux parties du cerveau sont activées à ce moment-là, la région de l'aire de Broca et la région de l'aire de Wernicke. Ce sont simplement des zones de traitement du langage du cerveau où les mots sont transformés en sens, mais rien d'autre. C'est pour ça que l'on s'ennuie quand on a un formateur qui nous passe des PowerPoint. Vous savez que ça existe encore, que vous regardez une vidéo sur Internet ou je ne sais pas quoi, et le formateur vous met sur le côté de l'écran son PowerPoint, une liste à puces. Voilà, ça montre que effectivement, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, puisque là, on va perturber, non seulement on ne va pas entendre ce que dit le formateur, ce que dit le youtubeur, mais on va juste faire marcher la région de Broca et de Wernicke. Lorsqu'on vous raconte des histoires et qu'il n'y a pas écrit évidemment le PowerPoint à côté, hein, sinon on va lire ce qu'il y a dans le PowerPoint et ça va nous empêcher de créer des émotions. Eh bien, lorsqu'on raconte une histoire, non seulement les centres du langage du cerveau sont activés, mais aussi les zones du cerveau qui sont associées à l'expérience des événements de l'histoire prennent également vie. C'est pour ça que, même si c'est au téléphone, eh bien, c'est infiniment plus puissant qu'un PowerPoint face à face ou un texto ou un SMS. Si vous racontez une histoire qui comprend une action telle que, je ne sais pas, donner un coup de pied ou courir, le cortex moteur de votre cerveau s'allumera. Et si l'histoire contient des détails tels que la mention, je ne sais pas moi, des mains comme du cuir, eh bien, la réponse sensorielle va s'allumer chez vous, mais aussi va s'allumer chez votre conjoint. Le cerveau réagit comme si vous viviez l'histoire vous-même parce que vous la racontez, donc vous avez les mêmes bénéfices. Quand vous racontez votre histoire, comment vous allez vivre en phase 4 avec votre conjoint, ça va me faire beaucoup de bien. Et quand vous racontez des choses motrices, quand vous racontez des choses heureuses à votre conjoint, en face à face ou au téléphone, eh bien, vous allez créer cette réponse sensorielle, cette création de dopamine et de sérotonine. Donc, en neurosciences, on sait aujourd'hui que raconter une histoire peut implanter des émotions, des pensées, des idées dans l'histoire de l'auditeur. Donc, je vous conseille vraiment de faire la formation sur storytelling si vous ne savez pas raconter des histoires. Et l'étude de mes confrères de Princeton montre que l'activité cérébrale d'une femme qui raconte une histoire et de ses auditeurs ont été surveillés et pendant qu'elle racontait son histoire, l'activité de son auditeur se synchronisait à la sienne. Il suffit d'avoir des appareils d'IRM-F pour pouvoir faire ça. Ce qui signifie finalement que les pirates qui arrivent à raconter des histoires peuvent influencer plus facilement leur conjoint que ceux qui veulent convaincre, comme raconter une histoire est puissant pour faire passer un message, alors que écouter un formateur, un youtubeur qui vous raconte des choses trop techniques, eh bien, on ne va pas y arriver. Donc, avoir une histoire puissante, c'est évocatrice, et ça va activer votre cerveau, ça va activer celui de votre conjointe, et vous allez lui donner l'impression que votre conjoint est en train simplement de vivre l'histoire avec vous, de se projeter dans cette histoire. Et si dans cette histoire, il y a beaucoup de dopamine et de sérotonine, votre conjoint va la vivre comme presque s'il vivait une histoire d'hypnose. Vous savez, ces hypnoses de foire, là, de spectacle, où l'hypnotiseur fait vivre par l'hypnose, comment on appelle ça, par les histoires qu'il raconte, fait vivre des sensations par procuration. J'ai vu cet été un spectacle d'hypnose là où j'étais en vacances. Effectivement, des personnes avaient l'impression, on leur disait qu'ils rencontrent leur star préférée. Alors c'était Ronaldo, c'était Patrick Bruel, c'était souvent des artistes ou des sportifs. Et les personnes avaient l'impression de les voir et se mettaient à genoux devant eux, etc. Et pour avoir discuté avec une personne qui a vécu cette expérience, elle avait vraiment l'impression de voir la personne. Donc, les histoires, surtout quand elles sont hypnotiques,
peuvent amener très loin. Alors moi, je ne pratique pas l'hypnose de foire, comme on appelle l'hypnose de spectacle. Je vous mets dans une forme de détente qu'on appelle la neurohypnose dans les formations, mais tout ça va vous permettre effectivement de vous régaler, d'apprendre, de vous détendre et petit à petit de récupérer votre conjoint au fur et à mesure que vous le pourrez. Voilà, je vous reparlerai du pouvoir de l'écrit parce que c'est important. Je vous reparlerai du storytelling parce que c'est important. Donc, allez apprendre à créer des histoires. Allez apprendre à créer des histoires. Vous avez une formation qui vous apprend à le faire aussi avec l'intelligence artificielle. C'est une formation bestseller parce que elle vous a appris à raconter des histoires, à avoir des idées, à mélanger des idées. Allez voir des sketchs, des stand-up sur YouTube. Racontez les histoires, apprenez à raconter des histoires, apprenez à les écrire, apprenez à focaliser votre attention et vous serez beaucoup moins stressé. Vous allez augmenter les probabilités d'arriver à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. C'est vrai que les formations sont très puissantes, mais si vous ne les mettez pas en place, ça ne sert à rien. Voilà, vous pouvez avoir une Ferrari dans votre jardin, si vous en servez pas, ça ne sert à rien d'avoir une voiture si puissante. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe grave.